Bienvenue dans Invisibility. Dans cet épisode, je reçois Estelle Meyer. Estelle est comédienne, actrice, chanteuse, c'est une magicienne, une artiste prolifique et multiple. J'ai vu son spectacle Niquer la fatalité l'hiver dernier. Elle y dialogue avec Gisèle Halimi, dont elle se fait une mère choisie, une alliée, lui rendant un hommage fiévreux, tout en déroulant sous son regard protecteur le fil de sa propre vie à elle, ses propres luttes, douleurs, victoires. Estelle Meyer m'a franchement bouleversée. Cette liberté, cette fougue, cette puissance, cette présence, cette profondeur, cette joie, bref, cette femme en fait. Il y a quelque chose en elle d'entier, de parfaitement authentique, de profondément humain, quelque chose du mythe, de l'essence, une ardeur, une flamme. C'est une voix qui soulève le monde et qui encourage à libérer la sienne de voix, à tout oser, comme elle sur scène, à être entièrement. Et je me sens très reconnaissante qu'elle ait accepté de prendre le temps de cet entretien, que je vous partage avec une immense joie. On y parle entre autres de tendresse, des mots qui sauvent, de la nécessité du désordre, de réparation et des femmes, bien sûr, qu'elle aime à la folie. Bonjour Estelle, merci de venir dans Invisibilité et de me recevoir chez toi, dans ta maison magique. Bonjour et enchantée du matin. Comment ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, le réveil était donc très tôt. Mon bébé s'est réveillé à 4h30, avec aussi des réflexions avec le papa. Est-ce qu'il faut y aller, pas y aller? Des grands débats vraiment genre à 5h moins 20. Vraiment très fertile. Et puis du coup, je me suis levée et je m'étais couchée très tôt hier. Donc c'est aussi, il y a la petite chatte qui va et vient en même temps. Je trouve que c'est aussi beau d'être à l'aube, au petit matin, avec un enfant. Après, il était un peu ronchon, donc trouver aussi en soi les trésors de calme, de patience, pour l'apaiser, le contenir, et en même temps, lui dire qu'il pourra dormir mieux ce soir. Enfin, j'apprends chaque jour à être mère, quoi. Donc c'est presque la mi-journée là pour toi. Ok. À quel moment tu dirais, s'il y en a eu un, mais j'imagine que oui, dans ta vie, tu as eu cette notion que peut-être il y avait autre chose que ce qu'on voyait et qu'il y avait un invisible autour de nous? Est-ce que ça t'est arrivé tôt dans l'enfance et est-ce que tu t'en souviens? Je pense que très petite, par une grande sensibilité, une émotion au monde, un besoin de parler aux arbres, au soleil, à la lune. Puis j'avais une mère qui était intelligente pour ça, qui m'a toujours parlé de la dimension féminine de l'univers, de la fécondité du monde, et qu'on pouvait s'y adresser d'une façon très simple, en fait, que Dieu ou le divin, c'était simple de leur parler, c'était accessible. Du coup, je pense que très petite, j'avais besoin de rituels, de prier. J'avais l'impression que je parlais à Dieu très simplement, mais aussi bien aux animaux, aux arbres, qui avaient un rapport égal, simple, d'épaule à épaule entre le divin, une abeille, un marronnier, une fleur, un chat et mon frère, quoi. C'était équidistant, quoi. Il y avait une espèce de ronronnement, qui pouvaient se faire les uns avec les autres. Puis j'ai quand même dit cette phrase à ma mère, je crois vers 6 ans, que je voulais être star ou sainte, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard. Donc qu'est-ce que je savais de ça? Puis aussi, je pense que le fait quand même de m'appeler Estelle, ça veut dire étoile. Je trouve que c'est quand même un prénom qui te prédestine à lever la tête et à regarder le ciel et justement à changer de règne, être dans un espace non humain, scintillant, qui a aussi à voir avec la vie, la mort, l'éternité, la galaxie, et qui n'est pas que sur la Terre. Donc je pense qu'il y avait une sensation presque nostalgique, peut-être d'un tout dont on venait et auquel j'aspirais à retourner. Je pense que déjà enfant, j'avais ce besoin d'harmonie, de tendresse, de beauté. Toute petite, j'avais des cahiers de mots, je faisais des découpages, je collais des belles images. Ma mère elle m'avait offert une belle icône.
d'une Marie très, très dorée, très bonne, très... Donc j'avais l'impression d'avoir envie de la chaleur de l'or des icônes, de la chaleur d'une bougie. Et puis je faisais Noël en Alsace dans la famille de mon père où il y avait un rapport au merveilleux. Petit, on me déguisait justement en étoile avec une nappe et une guirlande. Il y avait des moutons dans l'église, c'est des paysans. On allait nourrir les chevaux après la messe de minuit. Un truc très simple, presque païen en fait. Et j'aimais bien ce merveilleux. Moi, j'étais pas du tout en mode Père Noël, j'étais en mode l'étoile au-dessus de Marie, les animaux, que c'est les animaux qu'ont compris avant les hommes, la divinité, qu'elle se niche dans l'enfance, que justement les bergers, il n'y a pas de règne, quoi. Que on est égaux face à la magie, à la beauté, quelque chose d'assez pur et premier degré, que j'aime dans la foi, en fait. J'aime cette foi de l'enfant, simple et là, par exemple, avec mon fils, pour dormir, on fait toujours un rituel. On dit bonne nuit à toute la chambre avant de dormir. Donc on dit bonne nuit aux poissons, bonne nuit aux oiseaux, bonne nuit à la biche. Puis il y a une petite vierge dans sa chambre, donc il dit bonne nuit Marie. Je dis bonne nuit Jésus. Il me dit il a tété. Je dis oui, il a tété. Il y a la lune, on dit bonne nuit à la lune. J'aime cette espèce de cantique épiphanie, de tout est valable pour... même des fois, il dit bonne nuit à sa baleine, son hérisson à son lit, au fauteuil. Enfin, tout est digne d'amour et de tendresse. Parce que ça supporte la vie, ça la soutient. Et je sais pas, une chaise, c'est aussi le bois, c'était l'arbre, c'est les mains qui l'ont arrondi, c'est peut-être qu'elle était à d'autres avant nous. Enfin, j'aime bien cette ligne de respect entre les différents éléments, et que si Dieu existe, il se niche partout, et dans le dos d'une chaise, dans une petite chatte qui ronronne en écoutant un podcast avec nous, de boire un thé, enfin, cette espèce de joie simple, de la gratitude. Et j'aime bien l'enseigner à l'enfant. Et c'est beau parce que c'est ce qui est apaisant aussi pour lui avant de dormir. Cette espèce de sourire à ce qui l'entoure avant. Ça a l'air très apaisé. Enfin, ton rapport à la foi, mais déjà t'as grandi comme ça en fait. C'est doux, c'est une chance, non? Enfin, c'est pas toujours le cas, j'ai l'impression. Je crois que, par exemple, tout de suite, ce qui m'a fait chier, par exemple, moi, ma mère, elle m'a élevée dans le christianisme, et il y a les 3 religions du livre dans ma famille. Donc je crois que ce que j'aimais, et puis mes grands-parents étaient athées, ma grand-mère était ethnologue, donc il y avait aussi un respect des autres cultures. Elle a travaillé beaucoup en Afrique de l'Ouest, aussi où il y avait un autre rapport au langage, une autre cosmogonie. Et aussi je pense que le fait que ma famille soit métissée, mélangée avec d'autres croyances, des non-croyances, des je ne sais pas, moi voilà ce que je sens. Je pense que ça m'a donné aussi, un grand respect, et aussi un endroit où en effet on ne sait pas, et c'est beau, d'étonnement, d'écoute, et voir dans ce qui est tangible, il y a les résonances de l'univers. Par exemple, je sais pas, tu penses à quelqu'un, cette personne t'appelle, ou des confirmations, je sais pas, des rebonds entre des choses. Moi, j'adore les signes, j'adore quand des choses se répondent, j'adore quand ça répond par d'autres, par une phrase que t'entends, comme s'il y avait une petite confirmation d'une logique ou d'un bon sens, dans le sens presque boussole, d'un grand sens plus grand que nous, où les chemins qu'on prend, tu les comprends pas toujours, mais quand même avec un espèce d'optimisme profond, ou une mélancolie qui fait que t'as une tendresse pour ce qui confirme. Est-ce que tu te souviens de moments concrets comme ça, justement dans l'enfance, qui t'ont marqué, qui sont un peu emblématiques de ce rapport-là au monde? Vraiment, je trouve que ma mère, elle m'a enseigné, en tout cas sa foi. Donc elle, ça passait par le christianisme, avec de l'air. Je me suis jamais sentie coincée. C'est plus tard, des fois, quand je suis allée dans les messes où on dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ça me casse les pieds, que ça soit que masculin. Je supporte pas l'idée du péché, ça me parle pas du tout. Je supporte pas la culpabilité. Je trouve que c'est vraiment un enfermement lourd dans lequel l'homme s'est mis. Ou alors, il faut toujours que dans les religions, il y ait un aspect justement plus vaste, plus ésotérique, plus mystique. Pas oui et non, pas manichéen, le bien et le mal, ça me fait chier. Enfin, ça manque de complexité,
de nuances. J'ai l'impression que c'est un peu, quand c'est comme ça, quand c'est radé pâquerette, enfin, ça me parle pas. Puis je pense que j'ai aussi, travaillant dans les textes, étant dans l'art, j'ai un besoin de beauté, de sublimation, d'intelligence, de nuances. Et, et dès que c'est simpliste ou qu'on m'explique la vérité, je m'en vais, ça m'intéresse pas. C'est trop enfermant. Mais voilà, je pense que ma mère, parce que ma mère, elle a eu une conversion elle-même quand elle était jeune femme. Donc c'est vraiment elle qui a fait son chemin à elle. Elle faisait de la philo aussi, donc il y avait un rapport. C'est Pascal, c'est Claudel. Enfin, je veux dire, donc il y avait déjà ce rapport à la langue et en même temps, elle adorait Thérèse de Lisieux, qui est toute simple. Justement, on dit que il y avait des gens qui venaient la voir en disant mais c'est que ça, Thérèse de Lisieux. Elle disait oui, c'est que ça. Enfin, ça me touche aussi, cette espèce de il y a rien à faire et il y a tout à faire. Enfin, et elle faisait quand on était petit, ça s'appelait les belles histoires, où elle nous racontait la Bible en faisant des belles histoires, enfin, où elle nous montrait des diapositives, des images. Je me rappelle, elle avait dessiné des petits Moïse. Elle faisait la mer qui se fendait en deux. Il y avait un côté magique, enfin. Et j'ai l'impression qu'on me racontait sur le même plan la mythologie grecque. Donc Athéna, c'était Artémis. Tu vois, la chatte s'appelle Artémis. Là, le prochain spectacle, je parle d'Artémis. Il y avait un rapport à la déesse. Il y avait un rapport... je trouve que le féminin était... parce que ça, je pense que c'est une des grandes quêtes de ma vie. La réhabilitation du féminin. Ouais, pour ma mère, c'était les femmes qui avaient découvert la résurrection de Jésus. C'était les femmes qui étaient au pied de la croix parce que les hommes flippaient. Enfin... Et puis plus tard, après, moi, en lisant Jodorowsky, pour moi, Marie, c'est celle qui a fait l'amour avec Dieu. Mais en fait, ça revient avec Isis. Enfin, c'est une grande filiation. C'est ce que j'aime aussi dans la mythologie grecque. Les femmes qu'on dit vierges, les déesses vierges, au sens antique, c'est les femmes non soumises à l'homme. C'est les femmes qui appartiennent à elles-mêmes et à la terre. Enfin, Artémis, c'est la gardienne des cycles, de la chasse aussi. Donc, c'est pas pour buter les animaux, mais c'est plutôt au sens où tu peux pas abîmer une ours qui a ses petits. C'est l'équilibre des cycles, c'est la sagesse. C'est encore une fois, ça sort du bien et du mal. Je sais pas, c'est proche pour moi de l'ayahuasca, qui te montre ce qui est au-delà d'une bien-pensance ou d'une morale. Je trouve que la loi de la nature, elle est plus forte. Des fois, il y a des petits qui tiennent pas parce que ils étaient pas armés pour tenir la vie. Et je crois au cycle, donc ça se transformera. Ça reviendra sous une autre forme. Où je me rappelle... là, j'étais en Alsace, il y avait une maman qui a rejeté un bébé cigogne. Tu te dis, mais c'est horrible. Mais peut-être qu'il n'était pas assez fort pour tenir la vie. Mais alors, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Justement, la nature, elle a aussi sa sagesse dans cette espèce de justesse. Au-delà du bien et du mal, il y a quelque chose... Et peut-être si la mort est pas grave, on revient sous d'autres formes. Je sais pas, peut-être que là, je m'engage dans des grands chemins, mais ça me fait réfléchir sur cette exactitude... que les choses se régulent par elles-mêmes et qu'il y a une violence et une douceur. Et qu'aussi, on sait pas tout, on n'est pas tout puissant. Je me rappelle petite, j'étais bouleversée qu'un requin bouffe un phoque. Mais est-ce que tu es végétarienne ? Est-ce que dans ce cas-là... je sais pas à quel point on se pose dans le cycle, en fait. À quel point on agit... Par exemple, moi, si ce bébé cigogne, il tombe du nid et que je suis là, je le recueille, je lui donne des forces, mais sa mère, elle a fait ce choix-là. Peut-être j'en ferai un autre. Ou par exemple, est-ce que, c'était pas rien pour moi, est-ce que je stérilise la petite chatte ou pas ? Tu vois, c'était une chatte sauvage qui est venue. Est-ce que j'avais le droit de la stériliser en tant que femme, d'imposer ça à une autre femelle ? Tu vois, je trouve que c'est cette question de notre empreinte, notre chemin sur Terre, qu'est-ce que je crois juste ? Est-ce que je juge justement une femelle animale qui repousserait un de ses petits ? D'ailleurs, ta chatte, elle est avec nous, elle se fait caresser. Je devrais enregistrer tous les épisodes avec un chat, une chatte qui ronronne. C'est tellement doux et voilà. Tu as parlé des mots, de l'art. C'est venu naturellement, c'est un chemin que tu as pris tout de suite. Tu t'es lancé dans des études de théâtre, je crois. C'est venu facilement à toi. C'était une évidence ? En fait, je crois que c'était... je pense que c'était le chemin le plus simple pour moi. C'était une nécessité. J'avais besoin des mots comme un pont entre moi et l'extérieur, comme pour aider à faire un petit chemin, pour pas rester bloqué en moi, pour
pour pouvoir dire. En fait, ouais, le mot a été très vite comme un bateau de sauvetage sur lequel je pouvais naviguer sur les eaux de l'émotion, justement de la mort ou de la cruauté, des choses que je comprenais pas. Si je pouvais mettre des mots, qu'elles me soient expliquées. C'est dans ce que j'ai l'impression d'avoir une famille qui parlait, mais en même temps qui parlait pas. Donc à la fois j'ai l'impression qu'on m'a transmis, expliqué, rassuré, et qu'en même temps il y avait énormément de silence, et que je crois que c'est aussi pour ça que j'ai tellement besoin dans ma quête d'art d'écrire des histoires, les histoires manquantes, les histoires silenciées, les histoires cachées, les histoires blessées, de les réparer, de rendre la dignité, et aussi, comme c'est quand même le thème de ton travail aussi sur cet invisible, de donner à voir ou de retrouver pour moi, pour l'autre, la prière, l'invisible, la communion. Je me rappelle d'une exposition au Quai Branly qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait Les Maîtres du désordre. C'était sur le chamanisme, notamment. C'était aussi, comme c'est la fonction du carnaval, c'est le monde à un ordre qui, des fois, on ne le comprend pas, ou qui parfois nous pèse. Et de redéfinir une forme d'ordre, de remettre un désordre, d'assumer que les choses soient dites, bouleversées, choquantes, sorties. Enfin, c'est aussi la catharsis dans le théâtre, montrer la lie humaine des choses, voilà, violentes. Je sais pas, y a des choses qui nous habitent, des pulsions, des monstres, leur donner une place dans l'endroit qu'est le théâtre pour réouvrir un monde plus harmonieux. Parce que cette pulsion, on en a fait quelque chose, on l'a sublimée, on l'a lavée, comme si les mots pouvaient aussi laver, et quand ils ne sont pas... C'est marrant, je pense au mot maudit. Est-ce que peut-être on est maudit si les mots ne sont pas dits, enfin tu vois, ou la maladie, enfin c'est vrai que c'est aussi mal à dire, enfin est-ce que si je dis j'aurais plus mal, enfin par exemple Saul, des fois il se fait mal, c'est mon fils, il tombe ou il se blesse, et des fois il dit bobo et je lui enlève, il a dit bobo et on l'enlève avec la main, ça y est, c'est fini. Alors est-ce que c'est parce qu'il a pu dire, on lui a donné de l'importance, et justement, tu t'es fait mal, je l'écoute, mais aussi on peut le retirer. Bah ça y est, c'est fait. Le regarder, le voir et le voir, lui donner de la place, mais tranquillement, et aussi même lui donner la possibilité d'enlever avec ses propres mains ce qui lui a fait mal ou blessé ou choqué. Bah, justement, dans ton spectacle qui m'a fait vraiment te découvrir Niquer la fatalité, enfin, j'ai eu la sensation que tout était rituel, catharsis à la fois intime et collective. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai traversé un tourbillon, en fait. Il y a comme une métamorphose pour le public et pour toi sur scène. Comment c'est né? Parce que j'ai la sensation que ça a été créé même comme un rituel, comme un grand cercle, alors que c'est une salle de théâtre, mais j'avais pas l'impression d'être au théâtre. Et pourtant, il y a une histoire, il y a un chemin, donc voilà, comment c'est né, comment c'est venu à toi, et est-ce que c'est aussi une forme de rituel pour toi? Merci beaucoup, ça me fait très chaud au cœur que ça t'ait parlé. Bah, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, comment on dépasse la forme. Enfin, j'ai l'impression que, en tout cas, ça part toujours de moi. Mes vérités, j'ai l'impression qu'elles partent de mon ressenti. Je voudrais pas du tout les imposer aux autres, mais en tout cas, c'est peut-être ma lecture que ce dont on souffre, c'est de la séparation. C'est moi, je pense comme ça, et toi, tu penses comme ça, et toi, tu penses comme ça, et on n'est pas d'accord, et on trouve pas les chemins du commun. Et j'ai l'impression que de commencer, par exemple, un spectacle en disant de toucher son voisin, bah, en fait, c'est énorme. Enfin, c'est une peau que je connais pas, c'est un autre être. Il est distinct de moi, et en même temps j'ose cette espèce de tendresse, surtout qu'on vient du Covid, on nous a dit de pas s'approcher, qu'on avait peur de l'autre était source de contamination, je sais pas, ça me fait penser à Sartre, l'enfer c'est les autres, et tout d'un coup c'est comme si on mettait un autre petit programme dans la veine, dans la peau. L'autre peut être aussi ma solution, mon refuge. On est dans une société hyper connectée, mais on sait bien qu'on souffre aussi beaucoup de solitude. Oui, surtout en France, surtout, les gens ne se touchent pas. Enfin, on se touche pas. Enfin, vraiment, moi, je vois la différence entre la Colombie et la France, d'autres pays. Enfin, c'est assez vertigineux d'être si séparés de peau, enfin, de corps. Et par exemple, c'est vrai qu'un bébé que tu touches pas, il meurt. Enfin, on sait bien le moi
peau pour les psychanalystes. Enfin, la peau, c'est à la fois la frontière, mais c'est aussi la caresse. Enfin, que vraiment, on est assoiffé de contact. Et par exemple, des fois, juste, c'est vrai, tu caresses une épaule, ça apaise l'autre. Enfin, il y a quelque chose qui fait, qui redescend, quoi. Et le spectacle, effectivement, commence comme ça, où on est là et tu vois les gens sont un petit peu... tu vois ton voisin qui tu le touches. Mais je trouve que ça crée quelque chose d'extraordinaire, en fait. Enfin, ça démarre comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est? Parce que je ne sais pas si tout le monde connaît ce spectacle et je crois qu'il continue à tourner, en plus. Donc, ouais, voilà. Et ensuite, il y a tout ce déploiement incroyable. J'avais envie de commencer par ce qu'on a de commun, avant de parler justement des violences parfois qu'ont vécues les femmes ou de la violence entre les sexes, de partir déjà de ce qui nous rassemble absolument entre hommes et femmes et du respect absolu qu'on a à un ventre, parce qu'on vient tous d'un ventre et on est tous sortis d'un sexe ou d'un ventre de femme. Donc déjà, il y a un espèce de respect absolu. Une femme nous a portés, nous a contenus, nous a nourris de ses veines, de son sang, de son souffle, de sa pensée, jusqu'à arriver sur la terre. On a été berceau pour un enfant. Enfin, je sais pas, quand j'étais enceinte, on me disait, tous ces êtres que je vois là sur terre, ils ont été portés par une femme. Je sais pas, ça me bouleversait, ça me donnait de la gratitude infinie, quoi. Et donc, c'était rappeler ça. Nos crânes sortent de ça, on sort tous d'un sexe et d'un ventre de femme. Déjà, cette base commune pour l'humanité. Donc, comment on peut faire du mal à une femme, ou à un homme? On vient de ce soin absolu. Parce que si une femme ne l'avait pas fait, on serait pas là. C'est notre échelle pour arriver sur la terre. Donc, déjà, c'était, notre première langue commune, c'est ça. Et ensuite, on peut parler de la séparation, ou justement du machisme, ou de la misogynie, ou d'une femme qui l'a intégrée, comme ma grand-mère qui avait dit à mon grand-père, t'es pas trop déçu, c'est une fille, en parlant de la naissance de ma mère. Et ensuite, on parle du déséquilibre, mais on est parti de l'équilibre, de l'harmonie, ou de ce que ça devrait être, ou de cet étonnement, ou de ce miracle d'être né, parce que c'est pas un dû. Et ensuite, tout le spectacle fera un chemin de réparation pour que la dernière phrase, c'est « Madame, madame, oui, c'est une fille, et c'est enfin la joie. C'est enfin le miracle, c'est enfin le bonheur. » Mais voilà, il a fallu toute cette route pour déconstruire et reconstruire. Pareil, partir d'un ordre, montrer une forme de désordre et réinventer un nouvel ordre où ce sera enfin une grâce. Mais c'était une prise de conscience nécessaire qu'il fallait faire parce qu'on ne nous l'a pas appris. Et tu as aussi invité un personnage extérieur à ta vie, extérieur, je sais pas, mais en tout cas, c'est un dialogue avec Gisèle Halimi, en même temps que ton histoire qui se déploie. Enfin, quelle place elle a dans ta vie, en fait? Comment elle a pris cette place soudain? Parce qu'à un moment, tu dis, ma grand-mère rêvait, ma grand-mère choisit même, je crois que tu dis. Comment on peut aussi se créer des filiations? On peut les créer, on peut aussi choisir. C'est vrai que quand j'ai découvert Gisèle en la lisant, j'ai eu l'impression, j'ai eu comme un choc amoureux. Ça m'est arrivé avec Romain Gary et Paul Éluard. Et ouais, vraiment, je dirais Goliarda Sapienza aussi, ou Georges Sand, par exemple, Consuelo. Mais vraiment, aussi fort, Gisèle Halimi, c'est vraiment comme si elle m'avait transpercée, comme si chaque mot était écrit pour moi et que tout me semblait commun, juste, éclairant sur ma route, sur là où j'en étais, que vraiment ça m'ouvrait des fenêtres de l'eau, comme si on me donnait à boire à des endroits qui n'avaient pas bu. Et tout était exact. Je crois qu'elle est descendue comme dans mon inconscient. Et quand j'ai voulu faire ce spectacle, c'était d'abord je voulais travailler sur Djamila Boupacha, une femme qu'elle a défendue, qui avait été violée et dont elle faisait toute la réparation. Et c'est ma metteuse en scène qui m'a dit « Mais de quoi tu veux parler ?» En fait, je pense que je m'étais identifiée. Et comme dans les rêves, j'étais tous les personnages. J'étais Gisèle, j'étais Djamila, mais j'étais aussi Estelle. J'étais Estelle adolescente, Estelle adulte. Et tout ce qui ne circulait pas entre mes différents âges. J'étais aussi ma mère qui aurait eu aussi besoin d'une Gisèle, ma grand-mère. Comme si toute ma lignée féminine criait famine de Gisèle. Et du coup, Gisèle, c'est devenu un personnage. En plus, je l'ai découvert à sa mort, mais vraiment au moment de son passage. J'ai découvert à l'été de sa mort, donc pour moi elle était encore pas très loin. Et ensuite j'ai fait toute une série de rencontres, une femme qui a été sa secrétaire, puis qui a repris Choisir la cause des femmes. Maintenant je suis jury d'un prix littéraire Gisèle Halimi avec que des avocates franco-tunisiennes qui s'en réclament.
c'est comme si elle m'avait ouvert aussi les portes de sa vie. Et vraiment, je sens... si j'avais une petite fille, je l'aurais peut-être pas appelée Gisèle, mais peut-être en deuxième prénom, en protectrice. Et vraiment, Gisèle, oui, c'est devenu une espèce de marraine, de mère, de double, de sœur, parce qu'elle a eu une enfance aussi qui était difficile. Et en lisant tous ces livres, elle raconte aussi beaucoup l'enfance, les traumatismes. Tout me faisait écho, tout me faisait lien. Et j'ai eu envie, pour pouvoir parler de mon propre viol et de mes propres difficultés, d'avoir la plus grande avocate des femmes à mes côtés, qu'elle me donne la main et qu'elle me protège, qu'elle me sauve, Et du coup, justement, ne l'ayant pas connue, ayant ce privilège... j'ai ça aussi avec Marguerite Yourcenar. C'est pour moi c'est des grands-mères, c'est des grandes sœurs, c'est des femmes rêvées et proches. Mais même, j'ai ça avec Sappho. Vraiment, je sens cette lignée de femmes... c'est mes grandes sœurs, et elles coulent dans mes veines, j'ai envie de leur donner de la place. Ou avec Lassa, des fois je me dis, si t'as encore envie de chanter, tu peux me transmettre des chansons, tu peux me dire, tu peux passer par moi aussi. Je crois vraiment qu'on est inspiré aussi par toutes nos mortes, toutes nos sœurs et toutes les âmes à venir, et que tout coexiste, et qu'on a responsabilité, nous vivantes, d'avoir la parole de continuer des traits, de mettre en valeur, de se frotter à ces intelligences pour grandir. Je trouve ça rassurant aussi quand on est perdu dans nos époques, de dire qu'il y a déjà tellement de choses qui ont été vécues, et que tant d'autres ont déjà réfléchi, ont traversé des périodes, je sais pas, tous les poètes de la Résistance. En fait, l'aurore est là, ils ont traversé des nuits noires, et Tilesum qui était dans des camps, et qui disait il faut pas rajouter une goutte de haine de plus sur la terre. On a tous ces êtres qui nous ont précédés comme tuteurs, comme tutrices, comme maîtres à penser, quoi. Tu parles de la douleur, de la souffrance, et dans Niquer la fatalité, elles sont présentes, on les traverse, mais il y a une grande joie en fait. Il y a une terriblement belle joie dans ce spectacle, malgré ses passages, et peut-être parce qu'il a ces passages, je sais pas, mais une joie qui se transmet, je trouve, beaucoup aussi par le corps, par ta liberté dans ton corps. Et ma question peut paraître bizarre, mais comment tu nourris, comment tu acquiers une telle liberté, une telle... richesse dans ce corps, en fait, parce que tu t'autorises tout. Moi, je suis sortie de là, j'étais sur un nuage, en fait. Tu chantes, tu danses, tu tournoies en derviche, tu cries, tu pleures. Vraiment, c'est total, en fait. C'est entier, c'est puissant. Et d'où vient ce corps, en fait, cette corporalité incroyable? Ouais, ça me touche. C'est bizarre, j'ai envie de répondre Les deux choses qui me viennent, c'est de m'autoriser et c'est la liberté. Dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que le fait d'écrire un spectacle aussi exact, aussi douloureux, aussi puissant, où j'ai mis aussi presque la somme de tout ce que j'ai appris, tu vois, où j'ai pas peur de mêler du chamanisme, du spirituel, mon tambour, le one-man show, du rap, les boîtes de nuit, les corps de Beyoncé, de porter des pitons avec un cul du ventre, j'ai joué jusqu'à 8 mois enceinte, d'être pieds nus, de gueuler, de frapper, d'avoir envie d'apprendre d'être derviche tourneur, j'apprends, j'ai envie de chanter en espagnol, j'écris en espagnol, j'ai envie de faire des génériques à la France Gall, de s'autoriser tout en fait, de n'avoir aucune limite à part la gravité, à part le sommeil, à part le fait de devoir boire et manger, mais de mettre tout ce qui m'est cher sur un plateau, de le mélanger et de plonger dans ce dont j'ai réellement besoin, c'est-à-dire de me déployer, de crier, d'écarter les murs et ma peau et mes cheveux et mes yeux et de croquer l'instant avec cette espèce d'envie absolue de vivre, de ne pas mourir ou de traverser la mort comme tu plongerais dans l'eau glacée, rafraîchissante d'un corps qui a trop faim, mais pour ça il faut éprouver jusqu'au bout de l'os ce sentiment absolu d'être vivante et sur ce plateau, je trouve que pour moi c'est un des endroits les plus libres de la terre, comme la psychanalyse et la foi. C'est des endroits où tu peux toucher un peu l'inconditionnel
être sans condition. Ou quand tu meurs, tu te relèves, ou quand tu pleures, tu peux rire. Et aussi, t'es pas tout seul. Tu fais expérience humaine parce que t'es avec une communion, une communauté qui est là comme un garant, un garde-fou. Donc c'est presque comme si le public était maternel, maternant, et aussi mon enfant, où je suis aussi maternelle, maternante pour lui, où j'ai envie de l'aimer, de l'aider, enfin d'être presque comme une mère de l'humanité, et moi d'être l'enfant de l'humanité. Tout le public représente toute l'humanité entière qui est ensemble et qui se console et qui cherche activement, nerveusement, hystériquement, poétiquement, tendrement. Ouais, comment vivre? Qu'est-ce qu'on fait de cette vie? Et parce que je pense qu'on a toutes les mêmes agitations, les mêmes quêtes, les mêmes besoins de dormir et de se réveiller, quoi. Au cours de ce spectacle, j'ai eu la sensation qu'on se voyait, on se sentait les uns les autres, vraiment au-delà même de se toucher. Enfin, il y avait quelque chose d'une communauté, d'un lien qui s'est créé. Et tu dis que le rituel fait partie de ta vie. La transe aussi peut-être. Comment tu construis ça? Comment ça naît en toi? Est-ce que tu te nourris aussi de rituels extérieurs? Est-ce que c'est quelque chose que tu as côtoyé dans ta vie aussi par ailleurs? Voilà. J'adore, elles sont trop belles tes questions. Bah ça m'a trop touchée quand tu m'as dit que tu étais colombienne parce que disons que je dirais que j'ai 3 mamans. J'ai ma maman de ventre, ma maman qui m'a élevée, qui m'a allaitée, elle qui vient, voilà, qui voulait être religieuse, enfin, tu vois, qui a eu ce rapport à la foi très fervent, mais avec toujours, je trouve aussi une forme de liberté. C'est un cheval très libre, ma mère. Justement, en sens du rituel, je pense quand sa propre mère allait mourir, elle s'habillait tous les jours en grande beauté pour aller la voir. C'était la dernière à lui faire ouvrir les yeux. Elle lui a parlé pour lui dire qu'elle avait le droit de partir. Enfin, elle a aussi des rêves prémonitoires. Mon père aussi a ça, alors que c'est quelqu'un de plus cartésien, angoissé, mais il a aussi des grandes traversées de lumière et d'avenir, de lucidité, ou en tout cas de connexion. J'ai une autre maman à l'adolescence qui s'appelait Carmen, qui était espagnole, qui était plasticienne, donc avait aussi un rapport absolu à l'art, à l'exigence, où tout était possible. C'est vraiment quelqu'un qui m'a appris, il y a toujours des solutions. C'est quelqu'un que je vois éclaboussant de couleurs, de rouge, de violence aussi, de colère. Elle a une espèce de force comme ça, de vie. Elle adore rigoler, et rien n'est impossible. Elle m'a vraiment transmis ça. Et la 3e maman, elle s'appelle Angela, elle est colombienne, indienne de Colombie, et elle est acupunctrice et chamane. Je l'ai rencontrée il y a 14 ans et la première fois qu'elle m'a soignée, vraiment j'ai vu des couleurs, j'ai eu des visions, je voyais les méridiens de l'énergie qui tout passait. Ça a été très très fort son soin sur moi. Et en fait, c'est devenu quelqu'un de vraiment un pilier de ma vie. J'ai accouché accrochée sur elle et sur mon amoureux, j'ai accouché chez moi. Elle est venue comme c'était ma péridurale, j'étais avec 2 sages-femmes, elle est venue à 4h du matin pour me faire de l'acupuncture. Elle m'a relevée quand j'avais plus de contractions pour qu'on danse et j'ai fait mon tambour avec elle. J'ai été plusieurs fois avec elle au Mexique pour faire la danse de la lune. C'est quoi la danse de la lune? C'est 4 nuits de jeûne ou pendant la pleine lune en octobre, où pour certains c'est le moment où la lune elle est la plus près de la terre, où les voiles sont les plus fins entre les mondes. C'est pour ça aussi qu'il y a toutes les fêtes des morts, les fêtes des passages, la Toussaint, toutes les traditions Samhain savent que c'est un moment de passage où les jours sont très courts, les nuits sont très longues, donc c'est des moments où on descend dans l'obscurité, dans l'invisible justement. Et donc c'est une grand-mère qui fait ça au Mexique, c'est des rites très anciens, tu vois. C'est là où on a bu du chocolat aussi. Et il y a plus de 1000 femmes qui dansent pendant 4 nuits à jeun, où on nous remet une pipe. Donc c'est le tabac, c'est pas à toi que je vais l'apprendre que c'est une plante sacrée et que la fumée c'est une prière aussi qui s'envole vers le haut, qui passe du visible à l'invisible, et que c'est un endroit d'offrande. Et donc il y a toute une série de rituels, d'initiation. Il y a des témascales qui ouvrent et ferment la nuit. C'est aussi l'idée de retourner dans l'utérus, dans la grande chaleur du ventre, entre femmes, de se soigner pour revenir au jour. C'est les hommes qui sont gardiens du feu, du cercle, qui ne rentrent pas dans le cercle. C'est vraiment les femmes qui se soignent par les femmes, avec les femmes. Et
Donc c'est avec j'ai beaucoup d'amis d'Amérique latine, et ça me parle beaucoup cette spiritualité-là. Je me sens je trouve que c'est des femmes très puissantes avec lesquelles j'apprends énormément. J'apprends beaucoup, beaucoup. Tu utilises un tambour dans ton spectacle à la fin et vraiment ça bouge toutes les cellules de notre corps à un moment, voilà, comme une apothéose. Quelle place a le tambour dans ta vie ? C'est l'ancrage, c'est le voyage, c'est mon cheval aussi sur lequel je voyage, sur lequel je galope. C'est le monde, c'est de la peau, c'est un ventre. C'est moi qui l'ai fabriqué du coup avec Angela, ce tambour. Et vraiment ça avait à voir avec la naissance parce que c'est une peau que tu baignes. Il y a des longs fils, enfin la peau tu la rends souple, tu la teins, le bois tu l'arrondis. Comment tu rends quelque chose de rigide à souple, enfin c'est vraiment un tissage de toi-même et c'est vrai quand tu tords la peau que tu découpes, on dirait des cordons ombilicaux absolus. Enfin, c'est comme un cordage de bateau, c'est un navire vraiment que tu crées, que tu bâtis pour prendre la mer, quoi. C'est énorme. Et le tambour, c'est la première chose qu'on entend du bébé, même quand le bébé a 1 mois. Enfin, c'est le cœur. Donc le tambour, c'est le cœur. Enfin, le premier son, c'est pom pom, pom pom, pom pom. Donc c'est pour nous, je pense que c'est intrinsèque, quoi. T'entends le tambour, c'est le premier cœur de ta mère, c'est le cœur de la terre, c'est la pulsation. Tout respire et bat dans l'univers, pulse. C'est encore au-delà du son, du mot. Enfin, c'est une vibration première. Et je pense que c'est vrai que dès qu'on n'est pas bien, d'écouter le tambour, tu plonges immédiatement dans ta structure, c'est comme si ton squelette il se replace, quoi. Et tu plonges dans la terre, tes racines elles repoussent. Je pense que le tambour c'est un énorme soin. Est-ce que il y a des pratiques, donc t'en as cité beaucoup, il y a l'art, la scène, l'écriture, le tambour. Est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être des plantes, des paysages, des œuvres, des choses qui t'accompagnent et qui te permettent de te connecter à cet invisible dans ta vie, au quotidien ou à des occasions, ou, voilà, des choses que tu aimerais partager? J'adore quand tu dis des paysages ou des tableaux. Là, tu vois, on est dans ma pièce. C'est vrai que moi, j'aime que ce soit... Par exemple, je sais pas, je pense à Gustave Moreau. J'adore le doré, les icônes, la calligraphie arabe. Le Mexique, c'est vrai que tu vois, j'ai plein de vierges de toutes les tailles. Les artistes femmes, le douanier Rousseau. Les peintures sous ayahuasca, les icônes, la lune, Néfertiti, les déesses égyptiennes, Niki de Saint-Phal, Sainte Sarah, la patronne des gitans, les migrations, bouger d'un endroit à l'autre, la beauté, le tressage des femmes, la couture, les fleurs, tu vois, il y a plein de fleurs indiennes aussi, les couleurs, les bijoux. J'aime tout ce qui a été aussi tissé lentement par le peuple des femmes, l'intelligence d'un tissu, qu'est-ce que c'est une broderie. J'adore, tu vois, les tatouages amazigh, berbère, enfin toute cette langue, comme si on avait presque cousu la peau. Enfin, c'est comme des dessins de bijoux, des scarabées, c'est comme des langages secrets. Je sais pas, comme quand j'étais dans le désert où la moindre petite fourmi qui marchait sur le sable dessinait une broderie sur le sable. C'est comme encore des sillages humains. Et aussi par rapport au monde rapide, à la technologie, je sais pas, au métal, au silicium, tu vois, aux batteries solaires, je sais pas, de penser à la lenteur d'un tressage, d'un tapis, des bijoux de la mariée, des bagues Touareg, le symbole des couleurs, de teindre une tenture indigo, enfin tu vois, je sais pas, je pense au bleu tout d'un coup, la lenteur et le soin et la beauté, la fulgurance, l'art en fait sous toutes ses formes. Ou quand tu vas au Guatemala, tu vois tous les habits des Indiennes tressés, toutes les fleurs, les beautés des ceintures, les parures quoi, les parures. Et jamais un chaman n'y viendrait dans une cérémonie sans ceinture, sans se couvrir la tête, sans boucle d'oreille, sans protection des chevilles, des poignets. Enfin, je veux dire, c'est un
On parlait aussi du tambour, mais c'est l'ancrage, c'est ce que j'avais appris en acupuncture, que la première chose qui se forme, c'est la ceinture. On est comme huit fibres qui viendraient du ciel et hop, c'est tenu par la ceinture. Enfin, dans beaucoup de traditions, au petit, tu mets une ceinture, tu couvres le crâne, parce que c'est l'endroit qui est encore mou, c'est pour ça qu'il y a les kippas, les chapeaux, ou le 7e chakra, c'est l'éveil, ou la couronne, enfin, c'est l'endroit de la vision, mais qui est à protéger, quoi. Le ventre des femmes aussi. Le couvrir, paraît-il, et pas justement laisser le ventre toujours à l'air, apparemment, c'est important. Tu as cité 2 fois l'ayahuasca. Est-ce que c'est une plante que tu as rencontrée ? Oui, plusieurs fois. Ouais, 3 fois. Avec 2 personnes différentes, mais à chaque fois c'était en Suisse, pour moi, avec un grand ami à moi qui fait ce chemin depuis de nombreuses années, donc qui m'a fait rencontrer une femme avec qui, une péruvienne. Ouais, je trouve que ça m'a beaucoup appris justement sur le non manichéen, sur l'intelligence du végétal, qui sait mieux que toi, qui est tellement au-delà du bien et du mal. Je sais pas, c'était comme de la psychanalyse ou des inconscients, c'est comme si tu faisais 32 séances de psychanalyse en 1 heure, enfin, et c'est toi qui crée tes images, donc ça collabore vraiment avec... il y a 56 peuples indigènes qui l'utilisent, c'est une alliance tellement spéciale. Et quand on dit, mais comment vous avez appris tout ça ? C'est les plantes qui me l'ont appris. Angela, elle disait ça, son père, il était chaman, il allait soigner son village, et que quand il voulait soigner quelqu'un, il allait raconter aux plantes, voilà, il chantait, c'est quelqu'un qui a ça, qui a ça, qui a ça. Puis qu'ensuite, il se mettait en prière. Il entendait les plantes, il disait, moi je peux t'aider, moi je peux t'aider. Donc vraiment, les plantes, on revient au bon sens de l'univers, qui collabore à la lumière, quoi, à la bonne santé. Enfin, qui a vraiment quelque chose... je sais pas, je comprends aussi qu'autrefois, les peuples celtiques croyaient aux fées, aux esprits de la nature, aux faunes, aux nymphes, enfin... qu'il y a une sagesse de l'eau, une sagesse du végétal, une sagesse des forêts, une sagesse de l'air, une sagesse du feu, que vraiment, et en acupuncture, tous ces éléments, il y a 5 éléments, collaborent à notre bonne santé. Quand tu manges trop de feu ou trop de bois, il y a un équilibre savant entre chaque règne, et que chaque organe, chaque viscère correspond au feu, à l'eau, à l'air, au bois. C'est magnifique, quoi. Toi aussi, j'ai l'impression que tu as ce soin de l'autre, ce soin des femmes aussi. Tu organises des cercles de femmes, tu réunis les femmes. Quelle place ça a dans ta vie, ça, et comment ça se passe ? C'est fondamental pour moi. J'adore. Franchement, je fais des cercles de femmes depuis 2019. Des fois 2 par an. Parfois, j'en ai même fait 3. Là, j'ai beaucoup travaillé, donc j'avais un petit peu moins de temps, mais j'essaie toujours d'en faire quand même 1 par an. Puis c'est la première fois aussi que j'ai fait pour des jeunes acteurs, des écoles qui me demandaient des cercles mixtes. Je trouvais ça très très beau aussi avec cette jeunesse de mêler vraiment l'art, le spirituel, l'écriture. Et c'est créer un espace d'égalité, parce que c'est ça qui est magnifique dans le cercle. Il n'y a pas de chef, on est toutes à égale distance du centre. Et c'est une forme extraordinaire, le cercle, c'est tout de suite ancien, de s'asseoir par terre, à égale distance du centre, se voir toutes, se regarder, se parler, donner un espace où tu peux vraiment dire, sans jugement, encore une fois, expérimenter une parole sans condition, et une écoute sans condition, sans jugement, sans ricanement, sans se surélever, quoi. Et en fait, c'est fou, par le jeu des miroirs, du cercle, de l'écoute des uns des autres, tout s'équilibre, tout se guérit, parce qu'il y a une sœur qui a vécu la même chose, un petit peu pareil, ou sa grand-mère, ou au contraire complètement l'inverse, ou moi aujourd'hui je me sens pas bien du tout, moi aujourd'hui je me sens plutôt bien, que chacun puisse donner tellement sa couleur, sa vérité, son identité, tout est rééquilibré en fait, c'est merveilleux, c'est alchimique absolu. Et puis aussi de réapprendre à prier, justement aussi au-delà des religions, au-delà de comment faire. Peut-être prier, c'est juste envoyer une lettre vers le ciel. C'est faire de la place, justement, à l'invisible, à ce qu'on ne peut pas dire, au silence, parce que je pense qu'on manque de silence aussi. Au silence où on se donne la main, le silence chaud,
Parce qu'il y a des silences qui font peur, où on a froid, mais le silence chaud, le silence du chant, chanter, chanter, mêler les voix, mêler l'harmonie, et à la fin laisser le silence comme une prière qui monte, remplie de tout ce qui a été, comme digérer l'immense. C'est ça aussi la prière, j'ai l'impression que c'est digérer l'immense, c'est le goûter comme par petites gouttes d'eau, par huile essentielle et par le féminin. Je pense que c'est aussi un endroit de guérison ultime, d'être entre femmes. Je pense que la guérison entre femmes, elle est très subtile, elle est ancienne, elle est très vaste. On réveille la sœur, la mère, la bonté. On répare aussi parce que la société capitaliste, patriarcale nous a beaucoup appris à être en compétition parce qu'elle était faite par l'homme, pour l'homme, donc il y a très peu de place pour le féminin. Donc de réouvrir des sociétés matriarcales, rondes, de puissance et de fragilité, où le récit est accepté, accueilli, où on peut partager justement aussi à manger, préparer des surprises, rire, danser la valse à deux, s'allonger, juste dire des mots qu'on aime. En fait, c'est un nectar absolu, quoi. Ça recoue profondément la magie. Ça restaure les femmes dans leur magie, dans leur ancienneté, dans leur légende, quelles que soient nos cultures, nos pensées, nos foi ou nos croyances, nos blessures. Ça restaure les forêts. C'est un écosystème en fait. C'est rétablir encore une fois le bon sens de l'écosystème. En acupuncture, j'adore, dans le chamanisme, si tu as mal au pied gauche, tu vas soigner le pied droit. Parce que tu rappelles au corps sa bonne santé, qu'il est né parfait, qu'il a en lui la connaissance. C'est incroyable. Tu es en train de préparer un spectacle que tu vas présenter à Avignon. Sur quoi tu travailles? Et je crois que c'est aussi sur ta mère. Est-ce que tu peux en parler? Alors pour l'instant c'est une lecture, donc une première partie de choses que j'ai écrites, c'est une étape. Pour l'instant le spectacle s'appelle Comment j'ai accouché de ma mère. Et aussi en sous-titre N'oublie pas d'être féroce. Et c'est beaucoup sur Artémis. Sa mère elle a été violée par Zeus. J'allais dire comme d'hab, comme toute la mythologie. Et Artémis, toute l'histoire d'Artémis, elle est complètement extraordinaire. C'est une petite fille qui apprend pas, qui le sait en fait. C'est une petite fille qui accouche sa mère alors qu'elle vient de naître quelques heures plus tôt, qui accouche son petit frère Apollon parce que la sage-femme est partie. C'est une petite fille qui descend rencontrer les cyclopes aux enfers parce que son père lui avait dit qu'elle aurait un arc, des flèches et un char. Il l'a donné à son frère mais pas à elle. Donc elle va se servir elle-même. Elle va dire aux cyclopes voilà, je veux un arc, des flèches et un char. Et elle a 3 ans et ils font OK. Elle se mesure directement à la puissance de son père parce que c'est eux qui fabriquent la foudre de Zeus. Donc elle est dans l'égalité tout de suite. Elle n'est pas impressionnée par un père tout puissant parce qu'il ne l'est pas. Et il y a un des cyclopes qui la trouve bien mignonne, qui lui fait des guilis, puis peut-être qu'il la touche. Et en fait, elle lui arrache tous les poils du torse. Donc c'est aussi l'enfant qui dit non à la pédophilie, à l'adulte qui abuse. C'est l'enfant qui demande à son père de rester vierge, justement au sens antique du terme, non soumise à l'homme. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas d'enfant, elle ne se mariera pas, elle ne sera pas mère, mais elle est la protectrice des épouses, des femmes qui accouchent et des enfants, jusqu'à leur puberté. Et c'est précisément ce qui a manqué à des femmes de ma famille, cette protection d'Artémis, de la déesse. Donc c'est comment tu restaures une fois de plus les récits en les croisant, parce qu'on a toute Artémis et Leto, la femme violée en nous, et la femme qui accouche et répare, la femme qui court plus vite que les hommes, la femme qui va chercher son arc et ses flèches, la femme qui protège l'ours qui accouche, la femme qui fait accoucher les loups. Et on a aussi en nous tous nos ancêtres qui galopent, ceux qui sont guéris, ceux qui ne sont pas encore guéris. On porte les blessures, donc on revient aussi à l'importance des mots. Tant qu'on ne dit pas les mots, on ne libère pas les ancêtres. Et ils restent coincés dans nos os. Donc c'est leur offrir aussi un galop éternel, joyeux dans les étoiles, que de leur rendre leur dignité, leur liberté. Et aussi de dire crûment
presque avec, justement, n'oublie pas d'être féroce, qu'une petite fille, elle n'a pas à être gentille, elle n'a pas à obéir, elle n'a pas à se faire toucher par des adultes, elle n'a pas à faire un bisou si elle n'en a pas envie, elle n'a pas à être en jupe si elle n'a pas envie d'être en jupe, elle n'a pas à être séduisante, mignonne, gentille, polie, elle a à être ce qu'elle veut en fait. Je me rappelle de cette carte qui dit « Les petites filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent ». Voilà, c'est restaurer cette puissance du féminin. Et donc c'est aussi c'est une grosse déclaration d'amour à ma mère, à ma grand-mère. C'est leur offrir, c'est leur rendre leur enfance, quoi, et leur dignité pour toujours. Et pour si j'ai un jour une fille ou pour mon fils, c'est restaurer l'écosystème entre les hommes et les femmes encore et encore, et restaurer la puissance de la déesse. Et donc une petite fille, c'est aussi elle lui apprendre à être féroce, avoir des griffes, des poils, des dents, une bouche qui parle, qui dit oui et qui dit non, qui choisit, qui discerne, qui est consciente. C'est continuer à élever l'humanité, quoi. Et ça commence par la mienne et par ma propre histoire, humblement et puissamment. Merci Estelle, merci beaucoup. Merci infiniment pour ta générosité, tes mots, cet espace et merci ton temps qui est précieux. Merci pour le chocolat du cœur et de la tendresse. Vous trouverez tous les liens et les contacts dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, sur le compte invisibily_podcast ou par mail à l'adresse invisibilypodcast@gmail.com. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, commenter sur les plateformes, mettre 5 étoiles, partager. C'est comme ça que ce podcast qui est entièrement autoproduit pourra se développer et grandir. Merci de m'accompagner dans ce voyage.